patrimoine et urbaniste. Donc on m'a demandé d'intervenir pour dire ce que je voulais en gros qui a des rapports avec le sujet d'aujourd'hui. Donc comme j'ai fait des ZPPIP, des AVAP, c'est-à-dire des zones de protection du patrimoine, donc une à Marseille et d'autres dans d'autres villes et villages, et j'ai été aussi architecte conseil de la ville de Marseille sur tous les périmètres de restauration immobilière de 1998 à 2009. Et j'ai été ensuite pour les ravallements, donc j'ai quand même une expérience de terrain sans avoir forcément de projet à présenter. Donc comme je sais que le temps est compté, qu'il y a après moi des présentations de projets très intéressants, je me suis dit que j'allais présenter en quelques points, parler d'un thème qui me tient à cœur, c'est que les interventions sur le bâti ancien ne sont jamais neutres. Il me semble que du côté de l'architecture, là on va parler plutôt bâtiment, ça va être évidemment absolument non exhaustif, incomplet. Donc il faut prendre ça comme des retours d'expérience. Donc c'est jamais neutre, c'est-à-dire que le tissu ancien, c'est quelque chose de riche. Pascal Urbain l'a bien dit ce matin, les centres-villes, les centres anciens identifient les centres-villes, les villes et les villages. Si vous rasez un centre ancien, on ne reconnaît plus la ville. Quand les gens vont se promener quelque part, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont voir les centres anciens, les centres-villes. Et donc c'est jamais neutre d'y intervenir. Ce sont des tissus très riches en histoire, on va regarder rapidement ça. Et soit on va apporter quelque chose qui aura une richesse, une adéquation au tissu urbain, qui ne sera pas forcément similaire, on verra, qui pourra trancher, mais ça enrichira le tissu urbain, ça ramènera une stratégie de plus. Soit on peut être aussi nuisible si on ne respecte pas l'échelle, si les activités, que ce soit à tous les niveaux, on peut nous mettre en adéquation avec nuisible pour ce tissu urbain, soit que ce soit des interventions architecturales ou urbaines d'ailleurs. Soit on peut être ce qu'on appelle neutre. Ça peut être parce qu'on ne sait pas trop comment faire, on va faire une architecture neutre, mais en fait ça n'existe pas la neutralité. Une architecture neutre, elle n'aura pas de richesse, elle n'apportera rien de plus. Donc elle va petit à petit banaliser les centres anciens. Et trop de banalisation, ça peut, sans bruit, enlever de la richesse, de la strate et de l'épaisseur à ces centres-là, donc c'est pas neutre. Et pour les architectes, c'est un vrai défi de faire ces interventions. Donc déjà, la forme des villes et des villages, et ici évidemment d'un site et d'une histoire. C'est-à-dire au départ, il ne faut jamais oublier qu'il y a un site, il y a une morphologie, il y a un relief, il y a l'hydrologie, la rue d'Aubagne, c'est sur un chemin, un ancien chemin, et on le ressent toujours. Il faut imaginer l'endroit où on intervient sans rien, pour comprendre comment il est au départ. Avec toutes les approches écologiques, notamment dans les AVAP, où on nous demande d'avoir des bureaux environnementaux avec nous, on revient aussi vers ce genre de réflexion. Alors là, vous avez la ville de Marseille, au Moyen-Âge. Donc on voit que la ville, c'est pas n'importe où. À Marseille, c'est très caliteux, c'est très montagneux, elle s'est mise sur le côté sud, là tout le monde le sait. Et là, vous voyez une trame en damier, c'est puisqu'elle a des origines grecques à l'époque. Pour être très sommaire, on faisait des trames en damier. Donc la forme des villes ensuite va évoluer sur ce site et la ville d'aujourd'hui, c'est vraiment le résultat de l'histoire. Alors pour aller vite aussi, vous avez des centres médiévaux que tout le monde connaît, où soit c'est des villages perchés, où le seul thème c'était la sécurité, on se regroupait, on faisait absolument fi des orientations, c'est-à-dire on s'amassait et on s'entourait de remparts. Donc ça va donner des villes qui sont reconnues, les centres les plus anciens de Provence sont des entités, sont quasiment des objets minéraux. C'est-à-dire que l'ensemble, chaque bâtiment est une petite particule de cet objet qui est le centre-bourg, le bourg ancien. Et les maisons n'auront pas forcément une valeur architecturale très forte, certaines n'ont même pas de valeur au sens qu'on entend composition, matériaux, ça sera très simple, mais ça sera des éléments constitutifs du centre ancien. Et si on enlève ces petites parcelles-là, eh ben on détruit là aussi un petit peu l'esprit de ce centre ancien. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est très difficile d'intervenir sur ces noyaux villageois. Donc j'avais un exemple que je n'ai pas retrouvé, c'est celui de Paul Wilson, qui était donc un des grands architectes du XXe siècle, qui était intervenu à Grillon, qui avait fait à l'époque, peut-être 30 ans, un bâtiment en béton armé, il faudrait que je retrouve, et qui était placé en béton, pardon, pas armé. Et ça passait très très bien, c'était résolument contemporain, mais il avait vraiment réussi à retrouver l'esprit des lieux, on va dire. Donc après, vous avez bien sûr là c'était des images, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ensuite, on va retrouver, mais à toutes les époques, à XVIe siècle, il y en avait à l'époque grecque, l'époque romaine, on va retrouver après, dans les périodes de paix, les quartiers qui vont être composés ou tracés. En haut à gauche, il y a la Manon, c'est un quartier que vous pourriez croire, un quartier de lotissement actuel. Ça date du XVIe siècle, c'est le seigneur qui avait fait ça pour ses paysans, il avait fait un lotissement. À droite, c'est le quartier de Belzins, qui a été tracé sous Louis XIV, un quartier baroque, où on s'endort tout à fait cette composition. Et en bas à gauche, c'est le quartier Mazarin du XVIIe siècle d'Aix-en-Provence. Là, c'est Noailles, donc.
Donc là, que ce soit au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, on a gardé les anciens chemins que vous voyez tracés en blanc. Et les villes se sont agrandies le long des anciens chemins et des anciennes routes qu'on lit encore très bien. Et puis au milieu, il y a eu tout un tas de lotissements et de développements. Ce qui fait que la forme urbaine aujourd'hui est très complexe, mais elle a toujours une explication. Et quand on intervient sur un centre, c'est très bien, donc je pense qu'à l'école d'archives, le fait ça de savoir sur quoi on intervient et de comprendre l'histoire du lieu avant d'y intervenir, parce qu'on va rajouter une histoire à l'histoire et il faudra que ça ait du sens par rapport à tout ça. Donc la forme urbaine ne se résume pas à des tracés et à des gabarits. Les tracés, ça ne se résume pas donc à ces tracés en plan et des hauteurs. C'est très important, mais ça ne suffit pas. Le bâti reflète des modes constructifs de son époque de construction. Les trames souvent étaient issues des largeurs des poutres, ça tout le monde le sait maintenant. La trame parcellaire était au départ issue de la largeur des poutres, ça donnait des formes parcellaires et après elles ont été respectées parce que c'est ce qui est le plus périn au fur et à mesure de l'évolution de la ville, ça va être les propriétés privées. Donc même si après les techniques évoluent, on va conserver ces trames. Les matériaux sont issus des carrières locales, donc j'ai vu que dans le couloir l'école d'archi a travaillé là-dessus, donc ça va tout à fait dans ce sens-là. Ils extrayaient tout ce qui était carrière, les fabriques étaient locales, les matériaux étaient locaux, les enduits, les sables, les moellons. Là, c'est Gémenos, on a la Sainte-Baume derrière, et ça donnait des villages qui finalement étaient très organiques, étaient très liés à leur environnement. Donc quelque part, l'intégration paysagère ne se posait pas, la question ne se posait pas, puisqu'on reprenait toutes les teintes qui formaient le paysage alentour. Les matériaux vont être issus des carrières locales aussi. Donc là, j'ai parlé des enduits et des pierres. Là, voilà les pierres. Donc vous avez un bel exemple ici, les arcades en pierre de la couronne. C'est d'ailleurs magnifique, du XVIIe siècle certainement, du XVIIIe, je ne sais pas. Et la pierre de la couronne, c'était en face, à côté de Carillon-Ré, c'est arrivé en bateau. Et de l'époque antique jusqu'au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, Marseille s'est construit avec cette pierre rose. Donc c'est vraiment très caractéristique de la ville de Marseille. Ensuite, les carrières ont été taries, donc par les bateaux, on a amené des pierres de Fontvieille, des pierres d'arbres, etc. Des pierres plus lointaines, puis après il y a eu le chemin de fer. Mais au départ, la pierre reflète vraiment des modes de production locaux. À Aix, il va y avoir la pierre du Bus, au Beau, à gauche, la pierre blanche des Beaux, etc. Et puis jusqu'à la pierre de Cassis. Vous savez qu'il y a une carrière une calanque de Cassis qui a été complètement arasée en 100 ans parce qu'on a utilisé la pierre de Cassis pour faire tous les soubassements et les bordures de trottoirs de Marseille. Ce rattachement au territoire est important. Alors, qui dit matériaux dit aussi mise en œuvre, n'est-ce pas? Donc, il y avait les carrières d'argile, il y avait les fabriques qui fabriquaient les carreaux de terre cuite et les tuiles. On les retrouve beaucoup sur Marseille aussi. Et puis, pour la pierre, on observe à chaque époque des savoir-faire qu'on n'arrive plus à forcément reproduire, des masques. En haut à gauche, vous avez une image d'un détail en pierre. En ce moment, vous avez dû remarquer que pour le taux, il est en cours de ravalement parce qu'entre le sol et les murs, ça fait beaucoup de désordre et les façades étaient peintes. En enlevant les peintures, on découvre des choses magnifiques. On découvre des carreaux de ciment. Donc, au XIXe siècle, il y avait des carreaux de ciment sur les façades, des petites frises. En restaurant, on découvre en bas et en bas à gauche des basques, c'est-à-dire des têtes sculptées dans les pierres de la couronne. Donc, tous ces savoir-faire, vous imaginez bien que maintenant, tout est faisable. Et d'une part, ces carrières n'existent plus. La plupart des carrières ont été fermées. Et d'autre part, c'est une autre paire de manches de faire tailler un masque un tailleur de pierre, et ne serait-ce que de beaucoup. On n'est plus du tout dans les mêmes procédés. Alors un autre savoir-faire local, évidemment, c'est les enduits de cimentiers marseillais, donc ça c'est bien connu, les ciments de la Sainte-Baume. Donc il y a énormément de façades marseillaises qui sont faites avec ces ciments naturels qui essayaient d'imiter les pierres, ou même les décors étaient en ciment naturel moulé. Donc ça c'est typiquement marseillais. Donc, outre les matériaux, les techniques, on va retrouver les typologies qui vont refléter des époques de construction. Donc, toutes ces données, elles s'accumulent, si vous voulez, dans le centre ancien qui accumule beaucoup de données qui en font quelque chose d'unique. Donc là, vous avez des typologies du XVIIIe siècle au XIX, et puis aussi les deux à droite, c'est XXe siècle. Et on pourrait maintenant en mettre même des plus contemporaines. Alors jusqu'en 1948, on va dire que c'était peut-être plus facile parce que les matériaux étaient assez similaires, c'est-à-dire les formes changeaient, mais même le bâtiment en droite, il est en moellon de pierre, avec quelques éléments de béton armé quand même pour avoir le porte-à-faux des années 30, mais c'était plus facile parce que le vocabulaire était quand même assez proche. Alors même si le dessin changeait, la composition de matériaux était relativement similaire. Là-dessus, les typologies sont aussi liées à des usages, donc il y a des formes liées aux époques, ensuite vous avez des usages, on va avoir la maison de paysan qui va avoir
des remises en bas et des greniers à l'étage. On a des hôtels particuliers qui vont être beaucoup plus au centre, en haut, qui vont être beaucoup plus décorés. On a le fameux en haut à droite, 3 fenêtres martelées, qui est un immeuble qui sont des immeubles de rapport. En bas à gauche, c'est des hangars qui abritent des garages, de l'artisanat et des fabriques. Vous avez aussi les établissements bancaires ou les établissements religieux. Enfin, chaque bâtiment est conforme à l'activité qu'il abrite, sachant que, comme l'a dit ce matin Pascal Durand, les activités vont évoluer. Tout ceci va évoluer, et c'est aussi une richesse d'avoir des morphologies différentes. Il y avait toute une époque où on rasait tous les anciens garages, tous les hangars, sans douter que ça pouvait être aussi des endroits pour accueillir et favoriser les activités et la mixité des fonctions au centre-ville. Oh, excusez-moi. Voilà. Donc, c'est une architecture riche de sens et d'histoire, tous ces bâtiments. Il faut les protéger suffisamment de ce bâti ancien pour ne pas perdre l'épaisseur historique des lieux. Donc, quand on fait un travail d'AVAP, on doit déterminer et estimer ce qui doit être conservé pour ne pas porter atteinte à cette identité du tissu urbain. Alors, ça va être très facile quand les bâtiments ont un intérêt architectural intrinsèque. Une belle façade décorée en pierre, bon, elle est intéressante. Ça va être très facile, au contraire, quand il n'y a strictement aucun intérêt, c'est un peu visible. Et puis, c'est l'entre-deux qui va être difficile. Donc ça, on va croiser avec l'approche urbaine. On va croiser avec déjà une idée de l'évolution possible du tissu urbain. Est-ce qu'on veut purger les cœurs d'îlots pour créer justement, on va parler ce matin de l'habitabilité un peu meilleure? Est-ce qu'on a besoin ici de... Donc c'est en croisant toutes ces... Et puis en discutant avec les communes, les élus, en faisant de la concertation, en croisant les deux approches, on va arriver à protéger un certain nombre de bâtiments qui protégeront cette histoire, cette substance de la ville, et qui protégeront aussi des espaces publics, parce que le bâti limite l'espace public, des échelles, parce que ça sera plus facile, et puis une qualité de vie et des ambiances. Là, la maison de gauche, elle n'a aucun intérêt architectural autre que c'est une maison médiévale qui est construite en moellons. Donc les moellons ont bougé avec le temps. Donc comme on disait ce matin, on ne va pas demander aux maçons de refaire, d'abord avec des agglos ou des briques, de refaire des fausses porte-à-faux, des fausses épaisseurs, c'est pas possible. Au centre, vous avez des vestiges de portes plus anciennes. Ça, c'est la veuve de Manos, qui a énormément de bâtiments, qui ont quelques petits vestiges anciens. Vous avez une fenêtre à meneaux à droite. Et on a relevé sur tout le centre-ville plus de 1500 vestiges. On ne se rend pas compte, mais quand on se promène, c'est tous ces petits vestiges qui ont de l'intérêt. Donc après, on a défini avec la commune ce qu'on gardait, ce qu'on ne gardait pas. Et ça veut dire qu'à partir de ça, on pourra intervenir. Donc sur Manos, le parti qui a été pris par contre, c'était de garder le plus possible de bâtiments significatifs, bien sûr, et puis ensuite d'être assez strict sur tout ce qui est sur les rues médiévales, parce que les gens viennent là pour ça. On a vu Manos parce qu'on aime ce côté-là, ça identifie fortement la ville dans ses remparts, intramuros, et d'être plus libre sur les cœurs d'îlots pour pouvoir supporter des balcons, des ouvertures plus larges et rendre les espaces verts, le quartier privatif plus agréable à habiter. Donc les règles d'urbanisme ne peuvent reproduire que des tracés des gabarits. Alors il y a des règles de nature. Là vous êtes à Montpellier, on a fait aussi la VAP, et c'était, quand on est arrivé, c'était... Bon, on n'est pas là pour dire c'est beau, c'est pas beau, on n'aime pas critiquer l'architecture, c'est les principes. Ils ont reproduit les gabarits des anciens abattoirs. Alors le côté positif, c'est que si on le sait, quand on se balade dans la ville, ça reproduit le côté le tracé des abattoirs. Mais dans le fond, on peut se poser la question du bien fondé de cette démarche. Ça, c'est sur Marseille. À gauche, on a reproduit, c'est le quartier du Panier. Donc on voit bien par rapport aux exemples précédents que quand on reproduit sur toute une séquence du bâti ancien, c'est un pastiche. On peut aussi, bon, il n'y a pas la qualité d'enduit, mais bon, ils ont respecté les différences de plancher suivant les parcelles, alors que c'est une seule opération. On peut aussi se poser, je ne suis pas là pour vous donner des réponses, je suis là pour poser des questions. On peut se poser le bien fondé d'avoir cette architecture qui est somme toute un petit peu neutre. Maintenant, la question est difficile, donc c'est facile de la poser, c'est beaucoup plus facile de la résoudre. À droite, vous avez un bâtiment qui a été, il devait être gardé, c'était à Belzins. Et puis, il y a une pelle mécanique qui a tapé un petit peu trop fort sur le mur, ça s'est écroulé. Donc finalement, l'ABF de l'époque a demandé à restituer les décors. Donc le décor est le même que celui qui était avant, à part que c'est du béton au lieu d'être de la pierre. Bon, mais ça peut être aussi une solution. Donc quand on respecte les gabarits et qu'on fait du neuf, même si on demande des rythmes verticaux, on voit que très souvent, on n'a pas la même échelle. Donc à gauche, vous avez un bâtiment, vous regardez celui qui est derrière le plus à gauche, j'ai pas de... Non, il ne marche pas. Non. Ah voilà. Ici,
C'est le bâtiment, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 étages. Et ici, évidemment, le promoteur s'est débrouillé d'en mettre, le maître d'ouvrage, de mettre un étage de plus pour gagner des logements. Donc on a toujours cet effet de niveau, c'est-à-dire comme il y a quand même, on doit être rentable, et ben on va entasser les logements pour perdre cette échelle et on va avoir ou celui-ci qui est pas mal, hein, il est composé, il est vertical, il y a des balcons et c'est pareil, on a mis des logements avec des plafonds plus bas pour gagner de la place. Donc le bâti ancien est vertueux, donc ça fait rire Pascal Urbain qui s'en moquait un petit peu ce matin, mais c'est vrai, à l'heure du recyclage, on peut se poser la question de est-ce qu'il ne faut pas recycler le bâti ancien. Donc ça, c'est les extraits des fiches ATEBAT. ATEBAT, c'est des fiches qui ont été faites par le CEREMA, qui est un établissement public, c'est l'ancien CT. Et elles sont extrêmement, elles nous servent beaucoup quand on fait des AVAP parce qu'ils ont énormément réfléchi sur les qualités thermiques du bâtiment, sur comment améliorer ces qualités thermiques, enfin un peu de frais avec peu de choses, avec peu d'intervention. Et ils ont démontré que tout le bâtiment d'avant 1948, c'est-à-dire avant les procédés de construction contemporaine en agglo, était très facile, avait des très bonnes qualités thermiques, de respirabilité des matériaux, d'inertie, etc. Et qu'il fallait peu de choses pour en améliorer l'adaptation thermique. Donc ça, sans parler qu'au niveau bilan carbone, c'est des matériaux locaux, etc., etc. Donc ça, c'est un argument qui porte bien maintenant. Donc à ATEBAT, il y a plein de fiches, comment améliorer les fenêtres sans les remplacer, etc., etc., isoler les toits, donc c'est très pratique. Donc quelques exemples maintenant. Rapidement. Donc Marseille, à l'époque des PRI, donc ça venait après, là, l'exemple, c'était des logements sociaux là, que je vous avais montré. Pendant 10 ans, la philosophie, ça a été de conserver un maximum de l'existant, mais par contre de restructurer les intérieurs, quitte à alors on allait sur place, là j'étais archi-conseil, pour regarder ce qui avait valeur patrimoniale, les cages escaliers, parfois ça pouvait être des grandes pièces, des décors. C'est vrai qu'il y a eu un travail, on essayait de garder un maximum ce qui avait valeur patrimoniale. Par contre, il y avait très peu de choses parce que c'était dans un état absolument catastrophique. C'était sur le Panier, sur Belzins. Puis on avait commencé Noailles, puis malheureusement, ça s'est arrêté. Et ensuite, il y avait un gros travail qui pouvait être de la restructuration simple ou alors vraiment du confortement où on allait jusqu'à conforter les poutres, les planchers, le toit, etc., tout en gardant les extérieurs. Ensuite, un exemple sur Montpellier rapide en quelques photos. Alors c'est différent, Montpellier, c'est un tissu de faubourg. Le centre ancien, c'est un secteur sauvegardé qui est très strictement protégé. Et les AVAP portaient sur tous les faubourgs qui étaient assez grands, dans la totalité sur 350 hectares de faubourg. Donc on a fait un relevé façade par façade pour connaître exactement ce tissu urbain. Alors déjà, on voit que c'est c'est plus tardif, il y a des mots des natures et c'est toujours plus facile de s'insérer dans un tissu où il y a des mots des natures, c'est-à-dire des rythmes, des compositions, des décors qui vont aider à intégrer du bâtiment. Donc là, la commune a été, la décision prise par les élus, où là, la commune de Montpellier, elle fait beaucoup de travail avec la population, avec les associations, et puis il y a même dans les services internes, il y a beaucoup de discussions, et avec les ABF aussi, évidemment. Et ils ont décidé de protéger systématiquement ce qui constituait le tissu urbain, et quitte à l'améliorer, mais par contre, tout ce qui était dents creuses, bâtiments à ne pas conserver ou surélévation de bâtiments anciens, alors là, c'était extrêmement libre à partir du moment où on respectait des gabarits, des rythmes, des choses comme ça. Par contre, ils ont conservé quasiment tout leur hangar et ils en ont profité pour mettre dedans tout ce qu'ils ne savaient pas, toutes les activités, les fabriques, des écoles, enfin des tas de choses, des écoles de danse, des salles de spectacle, des choses comme ça. Qui leur manquait, donc ça contribue à animer les quartiers. Donc après, on voit que là, ils autorisent à droite et à gauche. Bon, je manque d'exemples parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'exemples ici et ici. Là, c'est des surélévations en zinc. Là, vous avez même une petite... Alors, on peut se poser la question du bois. Personnellement, je trouve que c'est pas forcément adapté à des quartiers qui sont très minéraux. Il y a d'autres manières d'être écologique que d'employer du bois. Et il y a un vieillissement dans nos pays où il fait extrêmement chaud l'été, qui est assez rapide. Mais bon, quand on voit, c'est toujours pareil, quand c'est une question d'échelle, quand les interventions sont à l'échelle des parcelles, et ben ça s'intègre très bien dans le tissu ancien. À droite, vous avez une intervention plus contemporaine avec des balcons, où l'échelle est respectée, la composition est respectée, les teintes sont respectées. Et enfin, ça c'est un petit clin d'œil à Berlin, parce que c'est une ville que je connais bien, où ils ont une façon tout autre d'agir. Ça, c'est le Neue Museum de Berlin qui avait été restauré par David Chipperfield et qui résume bien la position de Berlin, c'est-à-dire on garde l'ancien, on ne touche pas, et ensuite on intervient de façon contemporaine.
Donc là-bas, il faut dire que Berlin, ils ont été complètement traumatisés par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Il y a à peu près 80% de la ville détruite. Après, il y a eu le tracé du mur de Berlin où ils ont aussi détruit de façon non concertée, si on peut dire, toute une bande de bâtiments. Donc maintenant, ils sacralisent un petit peu tout ce qui est ancien, tout ce qui reste d'ancien, parce que c'est vraiment ils se raccrochent à ça au niveau de la mémoire, au niveau de l'identité des quartiers. Par contre, ils interviennent de façon très fine, toujours assez élégante et de façon très contemporaine. Là, il y a une surélévation, ils ont refait toutes les menuiseries. Il y a même les rampes d'accès handicapés, les escaliers qui sont toujours là, mais assez fines. Alors systématiquement, il faut dire que leur architecture s'y prête, hein, c'est du 19e. Il y a déjà des redans, il y a déjà un vocabulaire de beaux windows, de choses comme ça. Donc systématiquement, vous trouverez des balcons rajoutés parce qu'ils aiment bien vivre dehors, ils aiment bien le soleil. Donc ils ont pas hésité à rajouter sur la plupart de leurs immeubles des balcons. Et ça, c'est tout à fait aussi typique, c'est-à-dire ils vont garder, c'est souvent des anciennes fabriques, des anciennes usines, et ils vont pas hésiter à avoir une intervention très contemporaine dessus. Alors après, quand ils font du neuf, c'est beaucoup plus facile. Ils reproduisent, on va dire, l'esprit des lieux, c'est-à-dire les mots des natures, des façades épaisses, des matériaux riches comme la brique. Et donc ça marche bien. Et bon, je vais m'arrêter ici. C'était juste pour moi. Là, en haut à gauche, c'est Philippe Langerkovic qui avait fait une extension à Arles en s'appuyant sur un rez-de-chaussée existant. À droite, c'est à Marignane. Là, on est dans le pastiche, c'est autre chose. Et en bas, c'est encore 2 images de Berlin, où à gauche est une extension très contemporaine d'une villa du 19e. Et à droite, on voit que même à la Potsdamer Platz, ça c'est assez curieux là, ils ont gardé des petits murs qu'ils ont enchâssés dans des tours en verre. Donc, pour vous dire à quel point ils sont à la fois très modernes et à la fois très conservateurs. Donc d'une ville à l'autre, il n'y a pas de modèle transposable. Je dirais même que d'un quartier à l'autre, il n'y a pas de modèle transposable. Le bâti doit être contextuel. Il faut commencer par avoir une très bonne analyse de ce contexte pour pouvoir agir sans être neutre ni nuisible. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.